Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes mercredi 19 janvier 2022. Bienvenue à tous. Les décisions de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO envers le Mali, décisions notamment de fermeture des frontières avec les pays membres de cet espace, sont durement ressenties au niveau des pays limitrophes tels que le Niger. Ces décisions impactent plusieurs secteurs d'activité, l'économie et le transport notamment. Voyons l'effet que ces mesures font sur le transport, le secteur du transport ici au Niger, à travers cette réaction du syndicat démocratique des routiers du Niger, à travers ce reportage réalisé par Aboubakar Souley et Hamza Sakou. Bras de fer CEDEAO Mali, qui en paye le prix ou ramasse les pots cassés? C'est justement cette question que se posent bon nombre des citoyens nigériens, notamment ceux qui font la navette Niger-Mali, affaiblis par cette fermeture de frontières. Nous, on n'a pas trouvé ça juste parce que nous-mêmes, c'est sur les réseaux sociaux qu'on a entendu ça. Nous, on entend voir s'ils vont nous informer ou bien nous amener un papier pour qu'on puisse informer nos collègues. Parce que secteur transport, nous, on était connectés avec les camarades de CEDEAO. Donc nous, on est de gros porteurs, on charge, on traverse leur pays, on travaille ensemble avec eux. Ça fait trop mal parce que jusque-là, il y a de nos camarades qui sont à Gao, qui sont bloqués là-bas. Nous, on sait qu'ils sont partis à Gao, mais jusque-là, on les appelle, on ne les trouve pas. Donc ça, c'est pas normal. Parce que nous, les conducteurs, normalement, tous ceux qui ont affaire de transport, ils devraient nous informer. Parce que c'est nous qui amènent les marchandises, c'est nous qui rentrons avec la marchandise aussi. Donc normalement, nous, on ne voit pas ça juste. Le syndicat démocratique des routiers du Niger appelle les dirigeants de la CEDEAO à la tolérance et à revenir sur des meilleurs sentiments. On est en train de souhaiter qu'ils n'ont qu'à s'entendre entre eux, parce que s'ils ont fermé les frontières, vraiment, nous, ça ne nous arrange pas. Parce que nous sommes des conducteurs internationaux. Donc le pays seulement, au Niger seulement, on ne peut pas dire que ça ne va pas, mais avec, sans aide de nos collègues, vraiment, ça ne marche pas. Parce que jusqu'à là, je peux te dire, la majorité des camions de Niger, ils sont au pays étrangers. Donc ce n'est pas normal. Ils n'ont qu'à arranger entre eux. Mali, Burkina, Togo, tous les pays qui sont frontières avec nous, on est des collègues, on travaille ensemble. À noter que ce sont les populations déjà communiées dans l'insécurité au Sahel qui sont en train de payer des lourds tributs de ce bras de fer. En lien toujours avec cette situation du Mali, je vous propose maintenant de suivre la réaction de ce jeune ressortissant malien vivant ici au Niger. Il s'agit de Youssouf Foumaïga. Il évoque l'union et la solidarité des populations du Mali autour des autorités de transition face à ces décisions de la CEDEAO. Je vous propose de le suivre. L'engagement des Maliens derrière les autorités, la manifestation même donne cette réponse. Parce qu'on avait vu auparavant, quand il y avait des manifestations, les gens avaient des divergences. Aujourd'hui, les Maliens ont compris, ils ont laissé leurs divergences et soutenir le peuple. Ils savent que c'est seul le soutien au gouvernement, ça peut marcher. Donc, toutes les divergences politiques, les contentieux entre le peuple, entre les Maliens, entre les partis politiques, tout le monde s'est réuni autour du gouvernement, autour de la transition pour pouvoir que ça aboutisse, pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait une démocratie au Mali, il faut que le Mali soit un exemple de démocratie. Parce que sans la volonté du peuple, il n'y a pas de démocratie. Il faut qu'il y ait la volonté du peuple pour qu'il y ait de démocratie. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui que le peuple malien prenne son destin. C'est ça qui est la conclusion la plus importante de cette assise. Il faut qu'on prenne notre destin en main. Parce que nous avons toutes les ressources nécessaires aujourd'hui. Il faut trouver un partenaire il faut travailler dans un partenariat gagnant-gagnant et non un partenariat 80%, 20% ou 10%. Parce que le peuple malien a mûrement réfléchi. Plus de 60 ans. Plus de 60 avec un seul partenaire. Aujourd'hui, il faut changer. Il faut changer d'air. Il faut changer de partenaire pour au moins qu'on puisse avoir accès à tous les premiers besoins que nous avons besoin aujourd'hui, qui est l'accès à la santé, à l'éducation, à l'eau potable, à la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez cette insécurité a gangréné la sous-région, parce que c'est avec tout le temps les anciens partenaires qui parlent que des bonnes choses à l'oreille
veut entendre, mais ce n'est pas la réalité. Donc, et encore, d'autres conclusions, c'est-à-dire qu'il faut revoir encore les accords militaires entre la France et le Mali. Autre conclusion encore, il faut le franc malien. D'autres conclusions encore, il faut que tous les Maliens s'asseyent autour d'une table et se pardonner et aller de l'avant et laisser ce qui s'est passé. Voilà aujourd'hui ce que le peuple malien est en train de faire. Opération de charme ce matin de la société Niger Post à travers une caravane dénommée Tous Vendeurs. Le personnel avec à sa tête le directeur général de la société a sillonné plusieurs artères de la ville pour présenter aux clients les services et produits de Niger Post. Il y avait pour la télévision Labari Halidou Bourema et Ismaël Moumouni. Présent partout au Niger, le leader des transferts de courrier et colis, Niger Post à travers ses agents ont pris d'assaut la capitale à travers une caravane qui a sillonné les différentes artères de Niamey. Partout sur les itinéraires empruntés, ces braves agents et déterminés, parmi lesquels figure le directeur général de la société, ont procédé aux sensibilisations des personnes sur les services de qualité qu'offre Niger Post. Faire comprendre à la population et aux institutions, donc les personnes morales et puis l'État, l'utilité et l'usage de la boîte postale et de manière générale même de l'adressage pour pouvoir faire des envois de colis et courriers et des réceptions. Donc l'idée c'est quoi? C'est de montrer que c'est simple en fait de par le monde de pouvoir se faire envoyer un courrier, un colis et d'envoyer des courriers-colis. Et je précise que c'est simple parce que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple à envoyer dans l'adresse exacte. Par exemple, quand vous voulez envoyer de la viande à vos compatriotes extérieurs, on le ramène chez eux directement. Alors que quand ça doit passer par une tierce personne, comme ça se fait à l'aéroport, tout ça, non seulement ça peut être arrêté dans les aéroports d'entrée et de sortie, mais aussi après il faut trouver encore, même quand on est sur place, envoyer ça par la poste ou quelque chose comme ça. Donc vous pouvez passer directement par la poste et la poste de l'autre côté va l'envoyer. Ces clients n'ont pas regretté leur choix porté à Niger Post dans le transfert de leurs courriers ou colis, car la société offre une prestation de qualité. Ce matin, je suis parti là-bas récupérer mes colis qui sont là-bas. Donc, ils nous ont fait la livraison. Donc, après la livraison, je suis rentré à la douane et je les ai montrés. La qualité, c'est bon, exceptionnel. Vraiment, j'ai aimé vraiment la poste, en fait. Donc, j'aimerais toujours faire mes transactions sur la poste. À chaque fois, quand j'ai des paquets sur les commandes en ligne, je les ai fait sur la poste. Et avec Niger Post, on a la garantie. On sait que quand on confie un objet à Niger Post, on sait qu'on est sûr que ça va aller à destination. Et en plus encore, notre avantage, c'est qu'on a la possibilité donc, de traquer l'objet à chaque étape de sa distribution. Cette caravane qu'ils sont en train de faire est vraiment une très bonne initiative. Vu qu'ici au Niger, c'est pas tout le monde qui connaît l'importance des boîtes postales, je pense que c'est une façon de motiver et de sensibiliser la population nigérienne à vraiment avoir une boîte postale. La société offre jusqu'à 50% de réduction durant ce mois sur les tarifs d'ouverture de boîtes postales. Avec Niger Post, nul besoin d'aller chercher vos courriers et colis car la société s'en charge de la livraison chez vous ou à votre bureau et cela en toute sécurité au Niger et partout dans le monde. Depuis quelques jours se tient à la place Toumo de Niamey une foire d'exposition vente des produits de l'agriculture et du maraîchage de la région d'Agadez. Plusieurs produits y sont donc présentés, notamment des légumes. Ce matin, une de nos équipes est allée sur le site de cette foire. Je vous propose de suivre le reportage. Il est signé par Nasser Seydou et Nafissatou Yahaya. À partir du 1er octobre 1944, il y a eu la création de la première école pour les populations nomades à Azorouri dans la région d'Etawa. Et en 1946, il y a eu la création de l'école de Kaou. Et après, à partir de 1947, il y a eu la création de l'école de Garimarma à Tanout, Melafia à Dakoro, et Tabelot à Agadez, Ingal à Agadez et Iferouane. Et à partir de 1947 à 1960, d'autres créations sont intervenues.
les changements qu'a suscité la scolarisation des populations nomades, c'est que les politiques coloniales, d'abord, et les politiques nouvelles, donc après les indépendances, ont cherché par cette action de scolarisation des enfants des populations nomades à les intégrer dans les circuits, donc une intégration sociale et une intégration pour l'unité nationale. En ce qui concerne la scolarisation des enfants nomades, notamment les filles, ce qu'il faut rappeler, dans la zone de l'Azawak, que je connais très bien, en 1952, il y a eu la présentation de la première promotion de l'école de Kao, où figurait une seule fille. Et à partir de cette année, on l'a fait échouer pour qu'elle soit épousée par le directeur de l'école. Elle n'a pas poursuivi les études. Et à partir de 1953, il y avait 6 filles qui étaient à l'école de Kao et 3 à l'école d'Abalak, créée en 1950. Ça fait 9 filles. L'instruction a été donnée pour les renvoyer et de les remplacer par les enfants, par les garçons. Et parce qu'on a communiqué au gouverneur que la population touareg ne veut pas de filles à l'école. Ainsi, elles ont été renvoyées en 1953. Il a fallu attendre 1974 pour voir une première fille du nom de Yassine qui a fréquenté l'école de Tabalak, qui a eu les certificats d'études. Et elle aussi, elle n'a pas poursuivi les études. On l'a envoyée se marier à Tchentabaraden où elle a participé à l'animation des populations. À partir de 1980, avec les enfants des auxiliaires de l'administration qu'on appelle le Goumier. Donc les filles ont commencé l'école et à poursuivre les études. Aujourd'hui, on retrouve des filles, des enfants nomades qui sont docteurs en médecine, d'autres qui sont enseignants-chercheurs et qui occupent de hautes fonctions. Voilà, vous l'avez sans doute remarqué de vous-même, il s'agissait là plutôt d'un problème d'aiguillage. Vous avez plutôt suivi une interview accordée par le docteur Aga Alher, enseignant vacataire à l'université de Tawa, interview donc accordée à nos confrères du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle, interview dans laquelle il a tracé l'histoire de l'école nomade au Niger ainsi que la scolarisation de la jeune fille dans le milieu nomade toujours au Niger. Une interview qu'il leur a accordée, nos confrères donc du studio Kalangu de la Fondation Hirondelle, en marge de la 3e édition du festival Kel Tamaché qui s'est tenu récemment, les 8 et 9 janvier notamment, à Balayara dans la région de Tillabéri. Je vous propose donc cette fois-ci de suivre le reportage sur les fruits et légumes exposés à la foire des produits agricoles et maraîchers de la région d'Agadez, une foire qui se tient depuis quelques jours au niveau de la place Toumo de Niamey, à travers ce reportage signé Nafissa Yahaya et Nasser Seydou. Nombreux sont les produits exposés à cette foire agro-sylvicole de la région d'Agadez. En plus des fruits, les légumes occupent une place importante dans cette exposition vente. muka kawo tafarnuwa, muka kawo tomates busheshe, muka kawo lemon, muka kawo complémus, muka kawo albasa. Nous avons apporté plusieurs produits d'Agadez. Shine muka kawo daga Agadez. Mu muna noman su amma kasan mun komo dan kasuwa amma muna noman su daga dajin Agadez garuruwa ne ba gari guda. Il y a la tomate séchée, la pomme de terre. Tous ces produits proviennent de plusieurs villages d'Agadez. Le marché, ça va. Bana kasar rashin ruwan nan kaya yayi karanci, to kaya yayi karanci shine abun yayi tsada. Tafarnuwa abunda muke sai da kwano jikka 6. Nous vendons la tasse à 6 000 francs, l'oignon à 2 500 et le kilo de la pomme de terre à 600 francs. Parmi les légumes, la fameuse corette d'Agadez appelée Fakou ou Malohia, très appréciée. Je suis venu acheter du faucon. Celle d'Agadez est de qualité et a un goût exquis. À noter que cette foire se tient chaque année à la place Toumo de Niamey. Nous sommes mercredi, place donc à votre rubrique hebdomadaire chronique juridique. Elle porte aujourd'hui sur la fonction du président de la République. Ces fonctions telles que prévues par la loi sont expliquées par le juriste Alfred Emmanuel, président du Raza Presse. Je vous propose donc de suivre ces explications. Très bonne réception et bonne suite des programmes sur la télévision.
aujourd'hui, nous allons traiter du président de la République. Vous savez, en droit constitutionnel, le président de la République a un statut, d'abord au plan juridique. Ensuite, il a des prérogatives et des pouvoirs qui lui sont conférés de par la Constitution afin de pouvoir diriger la nation. Dans le cadre également de ses attributions ou de ses fonctions, le président de la République travaille en collaboration avec un certain nombre d'organes constitutionnels. Donc aujourd'hui, nous allons voir ces différents points afin de mieux cerner la fonction présidentielle, les tâches du président ainsi que les prérogatives constitutionnelles que la Constitution lui reconnaît. D'abord, le premier point sur lequel nous allons parler, c'est le statut du président. Et pour ce fait, je vous invite à voir avec moi dans l'article 46 de la Constitution. Alors, l'article 46 de la Constitution du 25 novembre 2010 dispose que le président de la République est le chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. Le président de la République est au-dessus des partis politiques. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire, du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Alors, sur la base de cet article 46, nous voyons une description sommaire ou bien une présentation sommaire des prérogatives du chef de l'État, qui il est, ce qu'il représente pour la nation. Et l'article 46 précité fait bien de préciser que le président de la République est le chef de l'État. Autrement dit, toutes les instances de la République, si vous voulez, se retrouvent à travers les fonctions du président de la République. C'est lui qui définit l'orientation qu'il donne à la nation, puisqu'il a reçu un mandat qui lui permet d'être à ce poste de responsabilité. Donc, il est le chef de l'État. Il est aussi, comme le précise cette disposition, le garant de l'unité nationale, de l'indépendance de la nation. Mais bien au-delà, quand on considère toujours par rapport au statut du chef de l'État, l'article 62 de la Constitution, eh bien, cet article dispose que, je cite, « Le président de la République est le chef de l'administration. Il veille à la neutralité politique de l'administration et au respect des textes qui consacrent sa dépolitisation. » Ça, c'est un rôle capital, puisque la dépolitisation de l'administration est un facteur important pour le bon fonctionnement des services publics. Imaginez si le service public est sujet ou bien est lié à une coloration politique. Les citoyens vont en pâtir. Si vous devez, par exemple, vous présenter à l'hôpital et que les soins que vous allez avoir sont en fonction de votre appartenance ou de votre bord politique, vous voyez que le service public ne peut pas fonctionner de cette manière. Donc, la Constitution prévoit que le chef de l'État est le garant de la dépolitisation de l'administration. C'est-à-dire que les citoyens doivent bénéficier ou jouir d'un service public au nom de leur appartenance à l'État, au nom des droits que la Constitution leur reconnaît en tant que citoyens. Donc le service public ne doit pas fonctionner en fonction de colorations politiques. C'est pourquoi donc la Constitution donne la faculté ou bien met à la charge du chef de l'État de garantir cette dépolitisation de l'administration en le plaçant comme chef de l'administration. C'est-à-dire c'est lui qui définit l'orientation qu'il donne à l'administration nigérienne et qui assure et qui veille sur sa dépolitisation. Alors, toujours par rapport au statut du chef de l'État, quand on considère l'article 55, on va constater que à cause de ce statut, il y a des incompatibilités qui empêchent au chef de l'État d'exercer certaines fonctions. Regardons l'article 55 de la Constitution. Eh bien, cet article 55 dispose que les fonctions
du chef de l'État ou bien du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire, et de toute autre activité professionnelle. Pendant la durée de son mandat, le président de la République ne peut être président ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique ou de toute autre association nationale. Ça, c'est le régime des incompatibilités. Le chef de l'État, une fois à la tête de la nation, une fois président de la République, je voulais dire, une fois président de la République, eh bien, il n'y a plus cette possibilité pour le chef de l'État d'exercer ses fonctions telles que décrites au niveau de l'article 55 de la Constitution. La Constitution précise que il n'est pas possible pour le chef de l'État d'exercer tout emploi civil ou militaire. Il n'est pas possible pour le chef de l'État d'être membre d'une association, par exemple. Et la Constitution fait bien de préciser qu'il ne peut plus être président ou membre de l'organe dirigeant d'un parti politique. C'est pourquoi, dès l'instant où un parti politique arrive à avoir son candidat à la tête de l'État, eh bien, ce candidat à la tête de l'État ne peut plus continuer à être membre de l'instance dirigeante du parti politique en question. Donc, ça, c'est une obligation constitutionnelle. Donc, vous voyez ici que la fonction présidentielle, elle est entourée également d'incompatibilités. Il y a des fonctions que vous ne pouvez plus exercer dès l'instant où vous accédez à la magistrature suprême. S'agissant à présent des pouvoirs du président de la République, puisqu'il faudrait effectivement que le chef de l'État puisse bénéficier d'un certain nombre de prérogatives afin de pouvoir valablement conduire la vie de la nation. Donc on verra que le chef de l'État, de par la Constitution du 25 novembre 2010, dispose d'un certain nombre de prérogatives. Premièrement, nous parlerons de son pouvoir de nomination. Le chef de l'État peut nommer aux emplois civils et militaires. La Constitution du 25 novembre 2010, en son article 70, dispose que, je cite, c'est-à-dire à l'alinéa 2, il nomme par décret pris en Conseil des ministres. Donc, on voit le pouvoir de nomination dont dispose le chef de l'État. La Constitution dit également que le président de la République nomme le Premier ministre. On peut voir cela au niveau de l'article 56, qui dispose que le président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions. Et sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Donc voilà le pouvoir de nomination du chef de l'État. Il a le pouvoir de nommer son Premier ministre et de nommer également les ministres, cette fois-ci sur proposition du Premier ministre. C'est le pouvoir de nomination du chef de l'État. Au niveau de l'alinéa 2 de l'article 70, il est dit effectivement que le président de la République nomme par décret pris en Conseil des ministres aux emplois civils et aux emplois militaires de l'État. Donc il nomme les hauts gradés de l'armée, il nomme également aux hautes fonctions de l'État, telles que celles du PM que nous avons vues. Alors, l'article 61, cette fois-ci, de la Constitution, dispose que le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. Donc, on voit également ici le pouvoir qui lui est dévolu, qui lui est reconnu de par la Constitution, de pouvoir nommer les ambassadeurs auprès des puissances étrangères. Tout comme le pouvoir de recevoir également l'accréditation des autres ambassadeurs auprès de lui. Après le pouvoir de nomination, on peut voir également le pouvoir réglementaire qui appartient au chef de l'État. Le pouvoir réglementaire, c'est ce pouvoir de signer les décrets, par exemple. Les actes que le chef de l'État pose, il les pose à travers le pouvoir réglementaire, à travers les décrets qu'il signe. Quand le chef de l'État veut nommer le Premier ministre, ce n'est pas de manière verbale qu'on le dit, mais
on voit à la télévision un décret ou bien une lecture qui est faite de cette nomination à travers le décret, par exemple. Donc, ce pouvoir réglementaire est constitué dans la possibilité qui lui est reconnue de signer des décrets. L'article 70 de la Constitution dispose que le président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres. Ici, on voit sur la base de cette disposition la quintessence de ce pouvoir qui lui est dévolu de signer ces actes. Eh bien, le président de la République a aussi le pouvoir de promulguer les lois. Quand l'Assemblée nationale légifère, il appartient cette fois-ci au chef de l'État de promulguer, c'est-à-dire de rendre la loi applicable en exécution. C'est un pouvoir qui lui est reconnu. À lui, une fois que cette loi est votée, maintenant c'est à lui de pouvoir promulguer cette loi pour la rendre exécutoire. Donc, en somme, voilà ce que je peux vous dire sur le pouvoir du chef de l'État. Mais son pouvoir est étendu. Il peut avoir aussi d'autres pouvoirs dans d'autres domaines. Mais nous nous limiterons à ces quelques exemples. Maintenant, dans le cadre de son action ou bien dans le cadre de ses fonctions, le président de la République, de par la Constitution, est appelé à travailler avec certains organes, ou il préside certains organes qui l'accompagnent, qui l'aident dans ses fonctions. C'est ainsi que nous parlerons du Conseil des ministres. La Constitution précise que le président de la République préside le Conseil des ministres. Maintenant, on peut voir dans certains cas, le président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Premier ministre pour le remplacer et présider le Conseil des ministres. Le président de la République préside également le Conseil supérieur de la magistrature. Quand on considère l'article 63 de la Constitution, là, cette fois-ci, il nous parle de son rôle au niveau de la défense. Cet article dispose que le président de la République est le chef suprême des armées. Il est assisté du Conseil supérieur de la défense nationale et du Conseil national de sécurité. Ce sont des instances qui accompagnent le chef de l'État dans cette fonction. Donc, la Constitution dispose qu'il est le chef suprême des armées. Et c'est de la même manière que la Constitution dispose qu'il est en fait le président du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est lui qui est garant de l'indépendance de la justice. Donc, c'est des fonctions que la Constitution lui reconnaît et met en place ces instances afin de l'accompagner dans l'atteinte de ses fonctions. Donc, vous voyez qu'il y a autant de prérogatives, autant d'organes, autant de structures qui fédèrent autour de la fonction présidentielle afin d'aider le chef de l'État à atteindre l'objectif ou bien à pouvoir réussir la mission qu'il a de par la Constitution afin de pouvoir servir l'intérêt de la nation. En somme, nous pouvons retenir ces quelques points, mais on peut parler de plusieurs autres aspects qui encadrent les fonctions présidentielles. Mais voilà ce que nous pouvons schématiquement retenir et présenter sur la fonction présidentielle.